Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, on va parler de 3 formes d'attachement antagonistes. Mais avant de commencer, assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez cliqué sur la cloche de notification. Merci. Donc, les 3 formes d'attachement antagonistes. On sait que les humains sont une espèce hautement sociale avec une interdépendance complexe. Nous élevons des enfants ensemble, travaillons ensemble, apprenons ensemble, mangeons ensemble, jouons ensemble, et la liste continue. Le lien qui nous lie est la volonté de se connecter, de partager, de protéger ou de prendre soin l'un de l'autre. Les humains qui sont solidement unis abordent les relations de manière coopérative, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs tout en exprimant leur vulnérabilité afin de renforcer la confiance et l'intimité dans leurs relations. Bien sûr, il peut y avoir des désaccords et des conflits, mais le soutien mutuel et le respect qui sont le fondement de leur relation ne sont pas en jeu. Toutefois, on sait que les humains ne sont pas toujours aussi coopératifs, en particulier les narcissiques. Donc, dans cette vidéo, on parlera de 3 formes d'attachement antagoniste. On sait que pour la personnalité narcissique, l'attachement aux autres est antagoniste. C'est un concept en biologie qui fait référence à une relation dans laquelle un organisme profite aux dépens d'un autre. C'est aussi connu sous le nom de parasitique. Les formes courantes d'antagonisme dans la nature sont la prédation, la compétition et le parasitisme. Donc nous allons examiner de plus près comment ces 3 dynamiques s'expriment dans les relations humaines narcissiques. Le premier, la prédation. Un prédateur tue et mange sa proie pour gagner de l'énergie vitale. Il se nourrit de l'énergie de quelqu'un d'autre. On voit dans les documentaires sur la nature des lions tuer des gazelles, par exemple. Dans une relation humaine prédatrice, il peut y avoir un meurtre. Ça, c'est un peu extrême. Mais qu'en est-il chez les humains? Le plus souvent, il y a une condition de domination et d'assujettissement continu. Les narcissiques veulent la soumission de leurs victimes parce qu'ils considèrent toutes les relations comme une lutte pour la domination. Ils oppriment, intimident et abusent émotionnellement et parfois même physiquement les autres pour éprouver et maintenir des sentiments de pouvoir et de contrôle. Les manifestations narcissiques de dominance peuvent être des formes flagrantes d'agression telles que frapper, pousser, réprimander, injurier, jouer aux favoris, critiquer excessivement, etc. Il peut s'agir de manœuvres passives, agressives, comme le traitement silencieux, les compliments détournés, les blagues blessantes, les menaces voilées et la triangulation. Quelle que soit la stratégie, et aussi bien qu'elle soit flagrante ou déguisée, le but est d'intimider l'autre personne pour qu'elle se soumette. Par exemple, certains parents ont du mal à accepter que leurs enfants deviennent des adultes, parce que quand l'enfant était bébé, ils avaient un contrôle absolu sur le nourrisson. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, ce contrôle diminue et l'autorité parentale diminue également. Dans un tel cas, comment est-ce que la prédation se manifeste? Eh bien, le parent antagoniste, par exemple, veut ranimer son autorité décroissante en mangeant, entre guillemets, symboliquement, l'énergie fraîche et croissante de son enfant, généralement aux alentours de l'adolescence. Comment le fera-t-il? Le parent antagoniste va manifester son besoin de différence, de dominance de différentes façons. Cela peut aller de la violence verbale, c'est-à-dire la critique excessive. Il y a aussi le fait de maintenir l'enfant dans un état d'ignorance ou de pauvreté pour mieux le contrôler. Dans certaines cultures, par exemple, le devoir de la mère, c'est d'apprendre à sa fille comment devenir une femme, une épouse, en lui enseignant à tenir une maison, à cuisiner, à prendre soin des enfants, etc., etc.
La mère antagoniste qui veut continuer de dominer sur sa fille n'apprendra pas ces choses à sa fille, ou du moins, elle les lui apprendra mal. Ou pire encore, l'homme que sa fille va plus tard épouser a naturellement des attentes envers sa future épouse. S'il découvre qu'elle ne sait rien faire, même pas cuisiner, eh bien, c'est une humiliation pour tous les deux, le mari et surtout pour la femme. Il y a des cas même où le mari divorce sa femme et la renvoie chez sa famille. C'est une très grande humiliation pour l'épouse. Mais la mère antagoniste, qui n'avait pas appris à sa fille à cuisiner, savait très bien que ce genre de scénario pouvait se produire. Cette mère horrible a volontairement saboté l'avenir de sa fille. C'est ça un exemple de prédation. Donc, la fille, maintenant, elle est chassée de son mari parce qu'elle ne sait rien faire et elle est condamnée à vivre avec sa mère. Ainsi, elle devient la compagne de vieillesse de sa mère. Elle devient aussi le plan de retraite de sa mère. C'est-à-dire que elle va travailler et au lieu de participer à prendre soin de sa propre maisonnée, ses enfants, etc., eh bien maintenant, elle va prendre soin de sa mère. Et sa mère savait que tout cela pouvait arriver. Cette vieille sorcière avait tout planifié des décennies à l'avance, en sabotant l'avenir de sa fille, en ne lui apprenant pas à être une épouse. C'est de la prédation, c'est-à-dire la première forme d'attachement antagoniste. Forcer quelqu'un à rester attaché à vous, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Un prédateur, c'est une créature qui se nourrit de l'énergie d'une autre créature. Dans cet exemple, la mère s'est assurée que sa fille reste à un niveau psychologiquement enfantin. Elle est inadaptée à la vie sociale adulte, à la vie sociale d'une femme mariée, d'une épouse. Parce que dans sa culture, quand une femme est mariée, elle n'apprend pas sur le tas. Il y a des choses qu'elle doit déjà savoir faire très bien à l'avance. Elle doit savoir garder une maison propre, prendre soin des enfants, cuisiner, etc., etc. La mère, qui est à la fois prédatrice et antagoniste, s'est assurée que non seulement sa fille échoue au mariage, mais qu'en plus, sa fille devienne son plan de retraite. Maintenant, on va voir la deuxième forme d'attachement antagoniste, qui est la compétition. La compétition est un autre type d'antagonisme relationnel, caractéristique du narcissisme. Les narcissiques abordent les relations de manière étrange. Ils considèrent les autres personnes comme étant des concurrents pour les ressources. Ces ressources peuvent être des choses tangibles, mais souvent ce sont des ressources interpersonnelles, intangibles, telles que l'attention, la reconnaissance, l'inclusion, le respect, l'admiration et l'affection. Ils voient la vie comme un jeu dans lequel ils ne peuvent gagner que si quelqu'un d'autre perd. Les narcissiques travaillent continuellement pour saper et améliorer pour saper les autres et améliorer leur niveau à eux. Donc, ainsi, ils affirment leur supériorité. Les comportements narcissiques compétitifs typiques au sein des familles et d'autres groupes sociaux comprennent la comparaison, la vantardise, l'exagération, le blâme, la honte, la tricherie, l'exagération, le déni, la diminution, l'exclusion, l'application de doubles standards, la déformation des réalités et la rétention d'informations. Je vais donner un exemple. Prenez le cas de Pierre. Le chef d'équipe de Pierre lui a dit que le PDG de la compagnie va venir. Donc il va y avoir une réunion très 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 importante à 8 heures. Tout le monde doit être là. Mais il n'a pas dit ça exactement à Pierre. Il a dit ça au reste de l'équipe. À Pierre, il lui a dit la réunion est à 10 heures. Alors Pierre, il sait que son chef d'équipe ne l'aime pas et il veut se débarrasser de lui, il veut prendre sa place parce que il veut donner la place à quelqu'un d'autre, à son cousin ou je sais pas quoi.
Alors Pierre a quelques doutes, donc il se renseigne, va voir ses collègues, et ses collègues lui disent: «Oh non, la réunion spéciale c'est à 8 heures.» Ok. Alors que fait Pierre? Il dit rien. Le jour de la réunion, au lieu de venir à 10 heures, il se pointe à 8 heures. Et il participe à la réunion avec le PDG et tous les membres supérieurs les cadres supérieurs de l'entreprise. Tout se passe normalement, tout se passe bien. Et le chef d'équipe, quand il s'en rend compte, il n'est pas content parce qu'il avait essayé de saboter Pierre. Il lui avait dit que la réunion était à 10 heures, non pas à 8 heures. Que s'est-il passé en fait? Dans ce cas, l'esprit de compétition de son chef d'équipe fait qu'il voit Pierre comme une menace dont il faut se débarrasser à tout prix. Il va même jusqu'à saboter la crédibilité de Pierre en lui donnant une fausse information. Il ne renvoie pas directement Pierre, il ne le vire pas directement. Au contraire, il le garde auprès de lui et se réjouit à lui faire des tours qui ont pour but d'épuiser au maximum la crédibilité professionnelle de Pierre. Si Pierre était tombé dans le panneau, ça aurait été une humiliation pour lui. Et les autres l'auraient regardé d'une manière comme si c'était quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance. Dans cet exemple, le chef d'équipe se réjouit de voir Pierre humilié devant tout le monde. C'est comme ça qu'il prend son pied. C'est ça son approvisionnement narcissique et ça ne fait qu'accroître son esprit de compétition. Cela démontre que la compétitivité est une forme d'attachement antagoniste. Maintenant, on va voir la troisième forme d'attachement antagoniste qui est le parasitisme. Le parasitisme est une autre dynamique relationnelle courante dans le style d'attachement antagoniste du narcissique. Un parasite se nourrit d'un organisme hôte et, au déprément de l'hôte, il provoque l'épuisement, la maladie et parfois la mort. Entre humains, le parasitisme apparaît comme une exploitation dans les relations, généralement avec le narcissique parasite, manipulant ou contraignant l'autre personne à fournir des ressources continues telles que l'argent, le logement, les privilèges, le statut social, le sexe et la garde ou d'autres formes de services. Pour rendre la victime plus facile à exploiter, le narcissique utilise généralement des tactiques telles que l'isolement, la culpabilité, la séduction, la flatterie, le gaslighting, tout en employant des formes de renforcement intermittent pour créer l'illusion de réciprocité dans la relation. Prenons un exemple. Pierre, encore lui. Il ne lui arrive que des malheurs à celui-là, on dirait. Donc, le cousin de Pierre a perdu son travail. Il ne peut plus payer son loyer. Donc Pierre l'invite à vivre chez lui, le temps qu'il retrouve un autre travail. Mais le cousin se sent confortable à vivre chez Pierre gratuitement. Il ne paie pas l'eau, il ne paie pas l'électricité, l'assurance ci, l'assurance ça, etc. Et en plus, il mange gratuitement. Au bout d'un moment, Pierre se rend compte que son cousin fait semblant de chercher du travail. Il dort jusque tard l'après-midi et le reste du temps, il joue aux jeux vidéo. Le cousin est devenu un parasite dans la vie de Pierre. Ce genre de relation draine non seulement Pierre des ressources physiques et émotionnelles, mais elle éloigne également son cousin de sa capacité à maintenir des relations personnelles appropriées. Maintenant, on va parler de 2 points communs qu'ont les 3 formes d'attachement antagoniste que je viens de mentionner. Rappelons que ces 3 formes d'attachement antagoniste sont 1. La prédation, 2. La compétition et 3. Le parasitisme. Donc, quels sont ces points communs entre ces 3 formes d'attachement? D'abord, il y a les abus cachés. Le premier point est que ces abus sont souvent cachés. Les personnes narcissiques rendent rarement leur antagonisme transparent pour la simple raison qu'elles subiront des conséquences négatives si elles le font. Même les narcissiques manifestes, qui sont plus impétueusement chefs d'équipe et dominateurs que les autres types, savent qu'ils n'iront pas loin dans la vie s'ils n'adhèrent pas
à certaines règles et à certaines normes sociales. Voyons ça dans les 3 formes d'antagonisme, les exemples que j'ai cités. D'abord, dans la prédation, la mère qui n'enseigne pas à sa fille à devenir une épouse ne dit pas que le but final de ce manquement est qu'elle est jalouse des possibilités de sa fille et qu'elle souhaite que sa fille devienne son plan de retraite. Dans le deuxième cas, la compétition, le chef de service qui dit à Pierre que le meeting est à 10 heures alors que, en réalité, le meeting était à 8 heures, souhaite non seulement que Pierre soit viré du travail, mais en plus, avant ça, il veut l'humilier. Comme ça, la valeur de Pierre est rabaissée. Peut-être ce qui se passait, c'est que Pierre était un très bon travailleur. Et son chef d'équipe a vu ça et il est devenu jaloux. Ça, c'est les gens qui ont un esprit compétitif. Ils veulent être au top. Et si quelqu'un d'autre est mieux qu'eux, eh bien, ils vont tout faire pour le détruire. Et enfin, le troisième exemple, c'était le parasitisme. Le cousin de Pierre ne déclare pas ouvertement qu'il veut vivre une vie paresseuse. Non, il utilise le fait qu'il a perdu son travail comme une couverture pour expliquer qu'il abuse de la générosité de Pierre. Ainsi, pour les narcissiques, il devient primordial de masquer la réalité de leur intérêt personnel ainsi que le mépris des autres. Pour ce faire, ils développent des stratégies plus acceptables socialement afin d'obtenir ce qu'ils veulent dans les relations. Il est courant que les narcissiques cultivent une personnalité agréable, généreuse, charmante, attentionnée, pieuse ou noble pour attirer une victime et gagner des faveurs dans des contextes sociaux ou professionnels. Notons que la disparité, c'est-à-dire la différence entre le visage public et privé du narcissique, une différence qui est souvent particulièrement dramatique dans la forme cachée du narcissisme, est l'un des aspects les plus déroutants et les plus dangereux du trouble de la personnalité. Parce que cette différence rend la réalité de la maltraitance des personnes ciblées au sein des familles plus difficile à reconnaître et encore plus difficile à dénoncer. Par exemple, dans le cas de la fille que sa mère ne lui a pas appris à cuisiner tout ça, que sa mère a saboté son avenir, peut-être que la mère, quand les gens la regardent, ils voient une sorte de mère Teresa, une femme pleine de bonté, etc., etc. Mais ils ne savent pas ce qui se passe à la maison. Ils ne savent pas que la mère dénie à la fille le droit qu'elle a d'apprendre à devenir une épouse. Maintenant, on va voir le deuxième point commun de ces formes d'attachement. Eh bien, c'est le traumatisme. Il est important de noter que les formes d'attachement antagonisme en tant que phénomène bioécologique produisent normalement des différences entre espèces et non entre les membres de la même espèce. C'est-à-dire que souvent, ce genre d'attachement antagonisme, vous voyez ça, vous voyez un hippopotame, ce n'est pas un autre hippopotame qui va être antagonisme à un autre hippopotame. Non, souvent c'est d'autres animaux qui viennent sur le dos de l'hippopotame et commencent à manger la peau de l'hippopotame. C'est-à-dire que ça se fait d'une espèce à une autre. Donc ce n'est pas la même espèce qui est antagoniste envers sa propre espèce. Mais qu'en est-il des êtres humains? Au sein de l'espèce humaine, quelle que soit la culture ou la frontière nationale, un tel comportement est largement considéré comme odieux. En psychologie, il est classé comme pathologique. En éthique, c'est immoral. Dans la mythologie et les contextes religieux, on dit que c'est le mal. Il y a une très bonne raison à cela. L'attachement antagoniste entraîne un traumatisme profond. Par exemple, la fille que sa mère ne lui a pas appris à devenir épouse. À la fin de cette histoire, eh bien, son mari la chasse. Ça, c'est un traumatisme profond. Et sa mère avait déjà planifié tout ça. Peut-être même qu'elle avait planifié que sa fille soit avec le genre d'homme qui va la chasser, parce que tous les hommes ne font pas ça. Il y a des hommes qui soutiennent leur femme. Oh, tu ne sais pas faire ça? Ok, je vais t'aider à apprendre.
Mais il y a des hommes, ils sont trop orgueilleux pour ça. Donc, le deuxième exemple, c'était l'exemple de Pierre qui aurait été humilié s'il s'était montré au rendez-vous avec le PDG de la compagnie à 10 heures, alors que le rendez-vous a eu lieu à 8 heures. Et le troisième exemple, le cousin qui abuse de la générosité de Pierre et qui refuse de partir. Ça, c'est quelque chose d'aussi traumatisant pour Pierre parce qu'il ne peut plus se débarrasser de son cousin. Il n'y arrive pas. Il y a des gens qui sont comme ça, ils profitent de votre générosité et quand vous voulez mettre un stop à ça, eh bien, ils vont créer des scénarios pour que vous ne puissiez pas arrêter ce genre de choses. Ce genre de traumatisme peut se répercuter tout au long de la vie de l'individu ciblé et peut être difficile à surmonter mentalement. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu 3 formes d'attachement antagoniste. Ce sont la prédation, la compétition, le parasitisme. Si vous avez été victime de ce genre d'abus, n'hésitez pas à rechercher de l'aide, préférablement chez un professionnel de la santé mentale. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.